Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une journée en 2 temps, presque 3 temps, on pourrait dire, autour de la thématique la spoliation des œuvres d'art et les enquêtes de restitution, avec à 16h30 un film que vous pourrez voir sur le site internet du mémorial en avant-première. Le film sera diffusé dans quelques jours sur Arte. Il s'agit du film Une collection d'art et de sang, le catalogue Göring de Laurence Thieria. Donc ça, c'est à 16h30 qui sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice, également avec Jean-Marc Dreyfus, autour du film à 18h. Donc le film dure 1h30, donc à 18h par le biais de Zoom sur notre site et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, nous débutons cette journée avec un premier rendez-vous, pillage et spoliation artistique, en présence de Pauline Bert de Pérignon et Emmanuel Pollack et Emmanuel Lequeux. C'est pour nous l'occasion de faire le point sur un an après l'exposition le marché de l'art sous l'occupation qui s'est tenu au mémorial de la Shoah en 2019-2020, de faire le point sur l'état des lieux, des recherches de provenance et sur cette période historique sur la question des œuvres d'art spoliées. À mes côtés, donc Pauline Bert de Pérignon, vous êtes directrice littéraire dans l'audiovisuel depuis quelques années, lectrice et co-auteure de scénarios. Vous avez animé également de très nombreux ateliers d'écriture et vous êtes surtout l'auteur de l'ouvrage dont il va être question aujourd'hui, La collection disparue, publié chez Stock il y a quelques mois. Également Emmanuel Pollack. Bonjour. Bonjour, vous êtes historienne, docteur en histoire de l'art à l'Université Paris 1. Vous avez été commissaire de différentes expositions, dont en 2009 l'exposition sur Rose Valland sur le front de l'art qui s'est tenue à Lyon, au Centre d'art de la résistance et de la déportation. Vous avez publié un ouvrage important en 2011 avec Philippe Dagen, justement sur Rose Valland, les carnets de Rose Valland. Vous avez été chercheuse à l'Institut national de l'art également, il en sera question aujourd'hui beaucoup, et vous avez soutenu une thèse de doctorat sur le marché de l'art sous l'occupation, et vous êtes la commissaire scientifique de l'exposition que nous avons présentée, Le marché de l'art sous l'occupation, qui a donné lieu également à une publication qui vient de paraître aussi l'année dernière, donc Le marché de l'art sous l'occupation aux éditions Taillandier. Donc il sera question de vos travaux et de l'ouvrage de Pauline Bert de Pérignon aujourd'hui. Les débats seront menés, merci beaucoup, par Emmanuel Lequeux. Vous êtes journaliste, spécialiste d'art contemporain, notamment pour Le Monde et Beaux-Arts Magazine. Alors, cette première rencontre cet après-midi nous permettra de faire le point sur quelles sont notamment la politique des États aujourd'hui et des musées sur cette question de recherche de provenance des œuvres d'art spoliées. Et puis, nous verrons aussi quels sont les nouveaux outils, comme les choses ont beaucoup évolué ces derniers mois, on peut dire, quels sont les nouveaux outils disponibles pour les familles qui s'engagent dans cette démarche justement de recherche des œuvres d'art qui ont appartenu à leur famille. Pauline Bert de Pérignon, votre ouvrage permettra aussi de restituer quelle peut être pour une famille, pour une héritière, cette histoire cet engagement et cette démarche complexe de recherche de cette collection disparue. Et c'est aussi, bien sûr, une quête identitaire et un travail d'histoire et de mémoire familiale important pour les héritiers. Emmanuel Lequeux, merci. À tout à l'heure. Vous pourrez, pour le public, poser vos questions comme toujours par le biais de la main levée directement ou bien par écrit, et je lirai, essayer de privilégier l'onglet questions-réponses si c'est par écrit, et je prêterai ma voix pour poser les questions tout à l'heure après les échanges qui dureront à peu près 1 heure. Merci, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Pauline. Bonjour, Pauline Bert de Pérignon. Bonjour, Emmanuel Pollack. Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette rencontre. Donc, comme vous le disiez, effectivement, nous allons essayer ensemble, ces questions étant vraiment abyssales, de travailler sur l'actualité des recherches. Pauline Bert de Pérignon, j'aimerais commencer avec votre témoignage car le récit que vous en avez livré est assez stupéfiant. C'est un peu une histoire que vous êtes tombé dessus sans crier gare, presque par hasard, et grâce à laquelle vous avez rencontré une des personnes de votre famille que vous connaissiez à peine, qui est votre arrière-grand-père, Jules Strauss. Alors peut-être avant tout, pourriez-vous nous dresser son portrait? Qu'est-ce que vous avez découvert de lui? Qui était-il? Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire de l'art du XXe siècle? Alors, je voulais quand même dire qu'effectivement, je pars de presque rien parce qu'on ne m'avait jamais parlé de mon arrière-grand-père. Et donc, j'ai démarré cette enquête sans savoir du tout quel homme ni quel collectionneur il était. Donc, j'ai découvert que mon arrière-grand-père Jules Strauss est né à Francfort, est arrivé en France en 1881. A commencé, donc d'origine allemande, il parlait déjà français, c'était une famille francophile. Il a commencé une collection d'art impressionniste, pas dans les premiers, mais peut-être la troisième vague d'impressionnistes. Et il a fait une première vente, enfin d'impressionnistes, d'acheteurs d'impressionnistes, donc dans des ventes d'ateliers, de Monet, de Renoir, de Degas. Il a fait une première vente en 1902 de beaucoup de Sisley, qui lui a valu le surnom de Monsieur Sisley. Il a continué sa collection de 17e, 18e et aussi d'impressionnistes. Il a fait une deuxième vente en 1932 parce que sa famille était ruinée par le crash boursier. Et ensuite, effectivement, j'ai découvert que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il avait subi les persécutions anti-juive et que là, l'histoire devenait plus compliquée de savoir ce qui s'était passé exactement. Et j'ai découvert, très étonnée, parce qu'on m'avait toujours sous-entendu qu'il ne s'était rien passé pendant la guerre, qu'il avait bel et bien été spolié, et lui et sa femme avaient été spoliés. Puis il est mort en 1943. Il a eu la chance de ne pas être déporté. Il est mort de vieillesse à Paris. Enfin, sans doute aussi parce que la vie n'était évidemment pas facile quand même. Il a dû déménager plusieurs fois. Son appartement a été réquisitionné. Le coffre dans lequel il avait mis ses œuvres d'art a été pris. Et voilà, donc j'ai dû reconstituer tout un puzzle d'une histoire que je ne connaissais pas du tout, une histoire familiale, une histoire de sa collection dont je ne savais rien, qu'il fallait reconstituer, mais dont il reste rien aujourd'hui. Donc il fallait tout à la fois comprendre pourquoi il n'en restait rien et quelle collection il avait pu avoir. C'est une collection qu'on peut estimer à environ 350 à 400 œuvres qui sont pour beaucoup des chefs-d'œuvre. Donc effectivement, il a joué un rôle très important. Et c'est votre cousin Andrew qui, presque une rencontre par hasard, un jour vous dit tiens, il y a cette liste de 10 œuvres, je pense qu'elles ont été volées, à votre stupéfaction, parce que voilà, vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. C'est le début du fil d'Ariane qui va vous mener d'archive en archive. C'est comment est-ce que vous avez travaillé ensuite à partir de ce tout petit indice, sachant que vous aviez peu d'archives familiales? Oui, au début, effectivement, j'avais rien, donc j'ai regardé sur Internet. Il m'avait donné une liste. Peut-être je peux montrer des vidéos quand même pour montrer un peu déjà la vidéo pour voir à quoi ressemblait Jules Strauss. C'est toujours bien d'incarner les gens. La première vidéo, si Alexandre peut. Euh, voilà, ça c'est mon arrière-grand-père et sa femme entre les deux guerres. Ensuite, si on peut montrer, voilà, ça c'était son salon entre les deux guerres. Vous voyez, non, c'est son bureau d'ailleurs. Il accrochait les tableaux les uns par-dessus les autres et on peut reconnaître des tableaux. Là, on peut s'arrêter une seconde, on peut reconnaître par exemple les pins parasol de Monet, la pensée de Renoir au milieu, la jeune femme qui se tient comme ça. Et voilà tous les tableaux qu'il a collectionnés entre les deux guerres et qu'il a vendus après la guerre. On peut continuer un petit peu encore pour voir. Ah oui, alors c'était aussi, ça j'ai oublié de le dire, j'ai découvert que c'était un donateur discret, parce que son nom figure nulle part, de beaux cadres anciens du Louvre,
qui sont encore là aujourd'hui et qui encadrent des tableaux assez connus, Baldassare Castiglione de Titien, parce qu'ils pensaient, ce qui n'était pas le cas avant, qu'il fallait qu'un tableau ait un cadre de son époque. Avant, c'était des cadres empires. Voilà, donc c'était son côté mécène et donateur que je voulais mettre aussi en avant. Et alors, si on continue, voilà, donc ça, c'est cette fameuse vente de 32. Mon cousin me dit, il s'est passé quelque chose de bizarre dans cette vente. J'ai l'impression qu'il y a des tableaux qui ont été spoliés après. Alors, j'ai pas très bien compris parce que s'il y a une vente, normalement, il n'y a pas de spoliation. Mais j'ai quand même fait des recherches sur les tableaux suivants que je vais vous montrer. C'est-à-dire là, voilà, les peints parasols de Monet qui étaient dans cette fameuse liste. Et puis aussi le Jacques de Nitis enfant de Degas, qui est un pastel que j'aime beaucoup parce qu'il me fait un peu penser à des photos de famille, d'enfants. Et donc, j'ai fait des recherches, mais j'avais juste les noms des œuvres. Et j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai compris qu'il fallait retracer l'histoire de chacun de ces tableaux pour comprendre si oui ou non mon arrière-grand-père les avait rachetés, s'ils avaient été pris. Et j'ai fait sans le savoir un peu des recherches de provenance, un embryon de recherche de provenance. Et puis j'ai vite compris qu'en fait, pour arriver à savoir ce qui s'était passé avec cette collection, il fallait faire des recherches sur l'histoire de ma famille. Voilà, quel type de collectionneur c'était? Est-ce que c'était un collectionneur qui gardait, qui revendait? Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la guerre qui aurait pu expliquer qu'il soit spolié? Tout ça, les recherches artistiques et les recherches familiales se recoupaient. Et là, j'ai dû interroger ma tante qui a 96 ans, mais qui à l'époque en avait, je ne sais pas quel âge, 14 ans. Donc, elle se souvenait de petites choses. Par exemple, elle m'a dit, tiens, ce Jacques de Nitis, je crois que je l'ai vu dans la chambre de ton père quand il était petit. Bon, mon père est mort, donc je ne peux pas lui demander. Donc, vous voyez, c'est la mémoire visuelle, comme souvent, je crois, dans ces histoires. La mémoire visuelle des descendants qui permet aussi de reconstituer ce puzzle. On va revenir plus avant, bien sûr, sur le détail de vos recherches. Je travaille notamment de tableaux, enfin un dessin et un tableau qui ont été vraiment l'objet de recherches très actives de votre part. Emmanuel Pollack, j'aimerais avant tout que vous nous aidiez à resituer l'histoire de la famille donc, de Jules Strauss en retraçant un petit peu rapidement l'historiographie de tous ces biens spoliés. Donc, on estime à environ 100 000 le nombre d'œuvres qui ont été spoliées pendant la guerre. 45 000 ont été restés, enfin 60 000 ont été retrouvés dès 45-46, donc 45 000 restitués quasiment immédiatement. Et puis, il y a donc ce fossé de 15 000 œuvres. Que sont-elles devenues? Comment ont-elles classifiées? Oui, ce chiffre de 15 000 œuvres eh bien, se décompose de la façon suivante. 13 000 œuvres, objets d'art passeront par les ventes des domaines entre 1949, 1951, 1949, 1950, 1951. Et puis des commissions de choix mises en place à la suite de la création de la commission de récupération artistique le 24 novembre 1944 permettra finalement de sélectionner les œuvres peut-être les plus de qualité esthétique les plus importantes, de les sélectionner et d'en faire ce qu'on appelle, qui est vraiment une exception française, qui sont des œuvres dont l'acronyme est la suivante, Musées nationaux récupération. Ces œuvres d'art ont la particularité de ne pas être inscrits dans les inventaires des collections nationales. Ils sont à la charge des musées nationaux et ceux-ci ont pour travail eh bien, de les présenter, d'en prendre un soin assez important et de faire des recherches de provenance également pour tenter le mieux possible de retrouver les ayants droit lorsque cela est possible. Voilà, donc les 2000 MNR. Mais je vais tout de suite parler de quelque chose qui est très important, puisqu'il n'y a pas que, effectivement, les MNR en France qui peuvent être issus de spoliation. Ils ne sont pas toutes
toutes ces œuvres ne sont pas toutes issues de spoliation, il y a un vrai travail à faire. Il y a maintenant ce nouveau champ sur lequel nous travaillons, sur lequel je travaille, je dois dire avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur au musée du Louvre. Ce sont les acquisitions réalisées par les musées nationaux entre 1933 et 1945. Certains d'entre eux peuvent avoir été achetés sur le marché de l'art et peuvent effectivement être l'objet de suspicions de spoliation artistique, principalement aux familles juives. Voilà, donc voilà un petit peu le champ sur lequel nous travaillons, le champ sur lequel les recherches de provenance se font actuellement en France, avec, vous l'avez dit, ces derniers temps, eh bien, j'ai envie de dire quelques avancées et pour lesquelles on se réjouit énormément. On reviendra un petit peu plus tard sur toutes les avancées, les nouveaux outils qui sont à disposition des chercheurs de provenance et des familles, bien sûr. C'est vrai que les MNR ont été un petit peu l'arbre qui a caché la forêt. On a une tendance à concentrer tous les débats sur eux, alors qu'effectivement, on voit bien dans le récit de Pauline Bert, que ces questions vont bien au-delà et que cette liste de 2000 ne suffit pas du tout à résumer la question tout à fait. Pauline, justement, vous avez concentré notamment vos efforts sur deux pièces, dont un dessin de Tiepolo. Alors, je crois que c'est une chercheuse de provenance qui, à l'origine, vous a notifié une fiche. Donc, vous avez eu la chance qu'elle venait d'apparaître, il me semble, sur le site du ministère de la Culture. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu le récit de cette quête? Oui, c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de chance dans mon enquête et dans ma quête, parce qu'à la fois de rencontrer ce cousin, je pense que ce n'était pas un hasard, c'était que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de connaître mes origines. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai bénéficié de l'aide d'Emmanuelle Pollack. Immédiatement, j'ai envoyé, je crois que je l'ai vu dans un documentaire, j'ai envoyé un mail, elle a eu la gentillesse de me répondre immédiatement et de me dire, accompagne-moi, je vais te montrer comment on cherche dans des archives, et puis tu pourras peut-être le faire toi-même. Et aussi cette chercheuse de provenance allemande qui a su regarder sur le site qui s'appelait à l'époque le site Rose Valland, mais qui s'appelle, je crois, Pop ou un truc comme ça, qui est le site en fait en ligne des MNR où tout le monde peut aller regarder. Et je ne sais pas par quel biais, elle a juste tapé Strauss et elle a retrouvé ce dessin qui était conservé au Louvre depuis 1948, qui venait d'un collecting point de Munich et qui est donc le REC 121, pour être très précis. Et les recherches, en fait, j'ai découvert après, venaient d'être faites. Donc, c'est une espèce de coïncidence formidable, parce que si j'avais regardé quelques mois avant, je n'aurais pas retrouvé. Il y avait déjà beaucoup d'informations sur la provenance de ce dessin. On savait que le dernier propriétaire était Monsieur Strauss. On avait le numéro de la vente aux enchères à laquelle il l'avait acquis, ce qui m'a permis, moi, après, sur les conseils d'Emmanuel, d'aller vérifier que c'est... En fait, parce que ce qu'on vous demande quand vous voulez récupérer une œuvre, c'est êtes-vous sûr que votre famille était bien le dernier propriétaire de cette œuvre? Donc, il fallait aller vérifier que Jules Strauss était bien le monsieur Strauss mentionné. Et effectivement, dans les PV, les procès-verbaux des commissaires-priseurs, j'ai pu retrouver l'adresse de mon arrière-grand-père. Et donc, j'ai accumulé pendant quelques mois toutes les preuves possibles pour pouvoir faire la demande auprès du ministère de la Culture, de demander à récupérer cette œuvre au nom d'une spoliation qui est... Une fois que c'est MNR, une œuvre est MNR, c'est bien qu'elle a été spoliée. Donc, il n'y avait pas vraiment à prouver la spoliation. Mais il fallait prouver que c'était mon arrière-grand-père, le dernier propriétaire. Et là, juste pour finir, je dois dire que j'ai une chance que malheureusement toutes les familles n'ont pas, c'est que mon arrière-grand-père gardait un carnet qui appartient aujourd'hui à mon oncle, dans lequel il notait tout ce qui passait dans sa collection. Et c'est grâce à ces archives familiales que j'ai pu prouver que c'était bien dans sa collection, que mon arrière-grand-mère avait bien noté sur le carnet manque à la fin de la guerre. Et voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est un document très précieux et je suis consciente que tout le monde n'a pas la chance d'avoir gardé les archives familiales de cette époque.
Oui, une chose que vous avez découverte aussi, c'est justement que c'est votre arrière-grand-mère qui avait voilà, fait des demandes de restitution dès les années 50. Ah mais ça, il faudrait montrer à quoi ressemble un dossier. Peut-être vous avez déjà vu dans l'exposition d'Emmanuel ou dans d'autres expositions, mais c'est vrai que il y a, on peut montrer, Alexandre, si vous voulez bien, les fiches. Voilà à quoi ressemblaient un peu les fiches que j'ai retrouvées à la Courneuve dans les fameux 209 sub qui sont les archives Rose-Valland. Je ne sais pas si les auditeurs sont familiers, mais c'est vrai que Rose Valland a continué à œuvrer pour la récupération des œuvres artistiques. Après, bon, Emmanuel t'en parlera mieux que moi, je pense. Alors, donc, les archives sont très précieuses pour les familles. Il y a combien de familles qui ont déposé des demandes? J'aimerais bien savoir. Ce qui est les dossiers conservés au ministère étrangère. Ah ben écoute, c'est une question qu'il faudrait poser à Sébastien Chauffour, le responsable. Ça, c'est à voir. Tu sais, tous les dossiers n'ont pas été ouverts, tous les cartons n'ont pas été encore ouverts. Donc, ça, il faudrait regarder. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très important que tu pointais, qui est l'attelage gagnant. C'est-à-dire que pour faire avancer ces recherches de provenance, la motivation qui est assez importante, c'est la volonté de la famille de travailler aux côtés de ce qu'on appelle maintenant le chercheur de provenance ou aux côtés des avocats. Ça, c'est très, très, très important. Les recherches, quand on est spécialisé à la fois sur la Seconde Guerre mondiale et à la fois en histoire de l'art sur ces questions, on peut effectivement, on peut les faire. Mais ce qui est beaucoup plus important, je pense, pour les familles, c'est la quête et c'est le cheminement et amasser petit à petit ces bribes de mémoire, ces bribes d'identité qui sont vraiment inhérentes à ce travail de mémoire qui est, grâce à la volonté de la ministre Aurélie Filippetti, en mars 2013, qui a été d'inverser un petit peu la preuve de la charge. Autrefois, c'était les familles qui avaient véritablement la nécessité d'apporter toutes les preuves qu'elles avaient été spoliées, qu'elles avaient été ou pillées par l'armée allemande ou spoliées par les ordonnances allemandes et les lois de Vichy. Et donc, c'était vraiment demander aux familles d'apporter les preuves. Or, il faut remettre quand même dans le contexte, quelquefois, c'est assez difficile de présenter des photographies des œuvres dans les salons, d'apporter les catalogues de vente, d'apporter, voilà. C'est vrai que ça posait vraiment un problème. Or, depuis mars 2013, eh bien, il y a un inversement et ce sont les musées qui ont la nécessité d'être proactifs et de travailler. Travailler en ce sens. Et ça, je pense que c'est vraiment un tournant historiographique. C'est véritablement important parce que, j'ai envie de dire, ça va vraiment dans le sens des accords de Washington qui avaient été signés en 1998 par 44 États, dont la France, et qui nécessitent de trouver finalement une solution juste et équitable. Cette solution juste et équitable, elle doit être trouvée avec l'institution et également avec les familles. Et en ce sens, je pense on peut se diriger vers une certaine réparation. Parce que ce que les familles veulent, je ne sais pas si c'est ton cas précisément, Pauline, mais je le suppute, c'est toujours la reconnaissance des exactions dont elles ont été victimes et une nécessaire recherche de justice. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est retrouver l'histoire de sa famille, rendre hommage aux victimes, c'est renouer avec qui ils étaient et on veut connaître la vérité, effectivement, et on a besoin que la vérité soit admise. Et oui, pour qu'il y ait justice, en fait, il faut savoir ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est très important. Parce qu'une justice floue et qui nierait une partie des éléments, ça ne fonctionne pas. On n'est pas, si vous me permettez, on n'est jamais à questionner la valeur des œuvres ou moi je peux travailler de façon très très indifférente sur une
majeur, comme sur un dessin ou une aquarelle ou un pastel d'un artiste moins connu. Voilà. J'y mets toujours la dernière énergie et, parce que lorsqu'il y a une restitution d'une œuvre d'art, quelle que soit là je le dis encore, sa valeur numéraire, ce n'est pas du tout ce que questionne la famille. À travers la restitution, il y a le retour de ces souvenirs pour les générations les plus anciennes, la quête d'identité pour certaines familles juives qui ne le sont plus, dont les générations ne le sont plus forcément, qui l'apprennent à ces moments de recherche. Donc, ça englobe beaucoup plus que le simple retour d'une œuvre d'art dans une famille. C'est vraiment des moments très, très importants et ce sont des moments excessivement forts pour les familles. Et j'ai envie de dire, chaque dossier ouvert dans la série 209 sup du ministère des Affaires étrangères, eh bien, est une histoire tragique qui s'ouvre, une histoire tragique que je lis et à laquelle je ne m'habitue pas. C'est vraiment la notion de réparation républicaine que vous évoquez très souvent et je pense que Pauline, vous avez aussi été très touchée justement par ce cérémoniel qui a été mis en place par le ministère de la Culture au moment de la restitution du Tiers-Épaule. Est-ce que vous pouvez nous évoquer justement comment vous avez vécu, notamment l'hommage fait aussi à votre famille qui était une grande famille de résistants, au-delà de la restitution de ce petit dessin qui ne vous a pas ému outre mesure quand vous l'avez découvert? C'est vrai qu'il m'a plus ému parce qu'il représentait qu'en lui-même. C'est vrai que c'est très impressionnant en fait de commencer une enquête toute seule dans sa chambre sur Internet ou dans des archives sans savoir ce qu'on va trouver, de se retrouver 2 ans plus tard au ministère de la Culture. Peut-être on peut montrer une photo, Alexandre, de la cérémonie ministère de la Culture avec Madame Azoulay, avec Madame le ministre Azoulay. Parce qu'en fait, c'est quand même ce qui est très impressionnant. Bien sûr, c'est impressionnant d'être au ministère de la Culture avec la ministre, mais c'est tout à coup de se retrouver face à toute sa famille. Là, on voit, il y a ma tante qui a vécu la guerre, qui a dû fuir, il y a son cousin, Michel. C'est très impressionnant, en fait, d'avoir toute la famille réunie au nom de notre histoire commune et de rendre hommage à cet arrière-grand-père dont je ne savais rien 2 ans plus tôt. Donc oui, c'est important que l'État reconnaisse ce qui s'est passé et ce qui s'est passé sous le gouvernement de Vichy, regrette de ne pas avoir rendu ce tableau plus tôt quand même, parce que il était là depuis 48, ce dessin plus tôt, il était depuis 48 dans les réserves du Louvre, et mon arrière-grand-père était un donateur, donc on se dit, au fond, il y a quand même une lenteur assez injuste. Tout ça est important, mais j'avoue que d'avoir sa famille, nous on ne se voyait pas beaucoup, on ne se connaissait pas tous très bien, toute sa famille réunie pour partager la mémoire de cet homme, c'était ce qui avait de plus émouvant pour moi. D'ailleurs, vous évoquez bien cette quête identitaire que vous avez faite vôtre durant toutes ces enquêtes et le fait qu'en fait, ce n'est pas après des tableaux que vous couriez, ou en tout cas au début, mais c'était après la réalité de votre arrière-grand-père. Vous avez vraiment cherché à toucher du doigt sa réalité, son état d'esprit, sa qualité d'amateur et par-delà, voilà, votre arrière-grand-mère et c'était vraiment essayer de dresser un portrait de... Je ne sais pas si j'ai complètement réussi toujours à savoir qui il était, parce qu'au fond, quand on cherche toujours à savoir qui sont nos ancêtres, qu'est-ce qu'on tient d'eux, qu'est-ce qui vient d'eux, de quoi j'ai hérité comme trait de caractère, est-ce que cette histoire que lui a vécue a rejailli sur moi, de quelle manière? Dans ma famille, j'ai été élevée dans la religion catholique, puisque ma mère est catholique. Mon arrière-grand-père lui-même était très assimilé, donc qu'est-ce qui reste dans ma famille, même de la culture, même si on n'est pas croyant, il reste bien quelque chose. Donc, toutes ces questions, effectivement, en fait, font qui je suis. Toutes les questions que je me posais qui étaient nombreuses. Et là, j'ai trouvé pendant un temps, effectivement, une espèce de mission, une voie qui me convenait parce que je sentais que j'avais quelque chose à jouer là. Dans ma famille, j'avais un rôle. Et ça m'a rapprochée de cet aïeul, avec toujours cette frustration qu'on ne connaîtra jamais toute la vérité de ce qui s'est passé pendant la guerre,
oui, son appartement a été réquisitionné par les SS, mais je ne sais pas exactement à quelle date. Je ne sais pas si ce n'est pas à ce moment-là que des tableaux ont été pris. Je ne sais pas quel tableau il avait mis dans le coffre qui a été volé. Je ne sais pas combien de tableaux il reste qui ont été volés. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a vécu au fond, puisqu'il est allé s'installer dans le siège de l'ERR pendant la guerre, donc au pire endroit possible pour un collectionneur. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé exactement à cet endroit-là, mais il a dû redéménager après. Donc il y a toujours des zones d'ombre, et c'est un parcours que j'essaye de retracer pour mieux savoir de qui je viens, d'où je viens, de quelle histoire je viens, mais j'avoue que je ne saurai jamais tout, tant pis. Et rétrospectivement, maintenant votre enquête n'est pas aboutie parce que c'est l'enquête d'une vie, mais comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui tout ce silence, le fait qu'on ait si peu parlé dans votre famille de ce rapport à l'art et de ces spoliations Alors là, je pense que Emmanuel, tu as dû rencontrer pas mal de familles. Moi, maintenant, j'ai compris que c'est très classique, ce silence d'après-guerre. Vous évoquez l'idée même d'un déni de spoliation. Alors moi, je pense quand même que là, c'était proche du déni parce que dans ma famille, certaines personnes travaillent dans le monde de l'art et effectivement, on ne pouvait pas à la fois penser qu'il y a des tableaux volés et à la fois vendre des tableaux. C'était trop compliqué. Donc, je pense qu'il y a un petit refus aussi. Et même ma tante, avec toute sa bonne foi, c'est pas le problème, elle dit oui, c'est rien passé dans notre famille, on a tout récupéré. Et puis, quelques jours plus tard, elle me dit oui, mais quand même, ma mère s'est beaucoup battue pour récupérer des œuvres d'art. Donc, il y a quand même, oui, il y a un côté un léger déni parce que ça fait souffrir. D'avoir été volé, c'est une souffrance. Manuel Pollack, c'est quelque chose que vous avez souvent rencontré dans les familles auxquelles vous avez eu affaire Oui, c'est assez classique, c'est-à-dire que c'est pas la première génération ne peut pas, n'a pas pu en parler, c'est indicible. Donc, elle n'a pas souhaité transmettre à la deuxième génération, qui sont à peu près nos parents ou grands-parents. Pauline est plus jeune que moi. Et c'est vraiment la troisième ou la quatrième génération qui s'empare de ce sujet et qui veut comprendre. Or, les dénis et les silences familiaux, vous savez bien que ça se transmet. Même s'il y a bien sûr ces chapes de plomb qui ont été réalisées lors de l'immédiate après-guerre, les familles n'ont pas voulu parler. Très vite, dans les années 50, on se souvient, enfin on se souvient ou pas, qu'il y a eu un antisémitisme virulent, que très très vite l'empathie avec les déportés de l'hôtel Lutetia est de très courte durée. Dans les années 50, il y a un antisémitisme en France très très important. Donc on n'a pas du tout envie d'en parler. L'historiographie du pillage et des spoliations artistiques se calque sur l'historiographie de l'Holocauste. Je vais vous donner deux dates. En France, 1977, la présentation du film Monsieur Klein. Alain Delon, qui va camper Monsieur Klein, est peut-être dans son meilleur rôle. Et on ne trouve pas de producteur pour produire ce film de Lozé. Pourquoi ? Parce que ça parle effectivement de ce trafic et de la déportation des Juifs de France. Il faut attendre 1978 aux États-Unis avec la série Holocaust et Meryl Streep pour que l'on parle à nouveau de l'Holocauste aux États-Unis, de la Shoah, bien évidemment, en France. Donc, vous voyez, c'est vraiment la fin des années 1970. Alors, bien évidemment, on ne va pas parler immédiatement de la spoliation artistique. Il faut, là encore, reconnaître un délai de décence. Il faut remettre les choses à leur place. Effectivement, nous aimons énormément les œuvres d'art. Pour autant, elles ne peuvent pas être mises en avant par rapport aux êtres humains. Donc, il faut déjà que les familles juives fassent le deuil de leur famille, qu'elles soient réelles dans l'économie nationale, avant d'aller compter les tableaux qui manquent sur les murs du salon. Ça, c'est une première chose et c'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une historiographie à suivre, à reconnaître. Je pense qu'on s'intéresse au pillage et spoliation artistique depuis le mi-temps des années 1990 avec la publication de 3 ouvrages magistraux. Tout d'abord, en 1993, L'art de la défaite
de Laurence Bertrand d'Orléac. Puis, en 1995, la somme de l'historienne américaine Lynn Nicholas, Le pillage de l'Europe. Et enfin, en 1995 également, le pavé dans la mare d'Hector Feliciano, ce journaliste américano-cubain qui va vraiment demander des comptes au musée français. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a la réponse dans un colloque qui a lieu dans l'amphithéâtre Rohan au musée du Louvre, organisé par la direction des musées de France pour effectivement tenter d'apporter une réponse à ce pillage. Mais vous voyez, on part des années 1990-1995. Donc c'est vrai que c'est très très tardif, mais ça se calque sur l'historiographie de la Shoah. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça rencontre aussi un espèce de sentiment d'urgence du fait que cette mémoire est encore incarnée par les petits-enfants qui peuvent être parfois les récepteurs directs des souvenirs de leurs grands-parents et que de ce fait-là, on a le sentiment que les choses doivent s'accélérer à tout prix. C'est un sentiment qui a l'air très partagé. Ouais. Par les musées, on va en parler, et par les familles. Qu'est-ce que vous en pensez, toutes les deux Moi, j'ai Alors, je l'impression laisse Pauline répondre. Alors, moi, c'est vrai que déjà, je suis toujours frappée qu'on dise encore ça va progresser parce que ça fait quand même près de 80 ans que tout ça s'est passé. Donc, je trouve que c'est de toute façon déjà très tard. Ensuite, c'est vrai, moi, quand j'ai voulu chercher des témoignages dans ma famille, il n'y avait plus grand monde qui se souvenait, évidemment. Et c'est ça l'urgence, c'est que les derniers survivants sont en train de disparaître. Ensuite, il y a dans les archives, si je n'avais pas eu ma tante de 96 ans pour me donner tous les noms, toutes les adresses, je n'aurais pas pu aller chercher au bon endroit dans les archives. Moi, je ne savais pas où habitait mon arrière-grand-mère juste après la guerre, par exemple, au moment où elle a fait sa demande de restitution. Donc, tous ces éléments font que… En plus, moi, j'avais quelques archives familiales parce que mon arrière-grand-père était collectionneur, mais quand ça n'est pas le cas, comment fait-on? Je ne sais pas. On n'a plus d'infos ni de sa famille, on ne sait plus regarder dans les archives. Je ne pense pas que ça va être de plus en plus simple d'aller chercher dans les archives qui sont déjà quand même à 3 ou 4 endroits différents, à Paris et en province. Je pense qu'effectivement, il y a une urgence, mais ça m'énerve de devoir le dire encore maintenant, 80 ans après. Je trouve qu'on est déjà tard quand même. Alors peut-être avant d'évoquer justement ces nouveaux outils qui sont malgré tout mis en place depuis, disons, les 2-3 dernières années, racontez-nous un petit peu, Pauline, les aventures du Largillière, Madame de Parabère, qui appartenait. C'est assez rocambolesque aussi. En plus, votre livre finit sur ce tableau, mais je pense qu'ils ont fait d'autres choses suite à la publication. Oui, parce que ça, c'est drôle. Moi, mon éditeur me dit, est-ce que tu ne veux pas attendre d'avoir récupéré ton tableau pour publier le livre? Je dis, ah non, ça fait déjà 4 ans que j'attends ce tableau. Je le récupérais un jour, mais c'est tellement lent. Je veux publier mon livre quand même. Donc, c'est vrai que ça finit un peu en suspens. Mais je savais que j'allais le récupérer. Mais en fait, chaque démarche finale administrative après le long combat a été très lente aussi. Alors, c'est le cas d'un tableau, en fait, qui n'est pas un MNR. C'est un tableau de mon arrière-grand-père du 18e qui était exposé dans un musée allemand de Dresde. Et c'est la première chose que j'ai trouvée, moi, là, en faisant une recherche sur Internet. Il était sur le site des recherches de provenance des musées allemands, qui s'appelle lostart.de. Donc, j'ai regardé à Strauss et j'ai vu Sammlung, Jules Strauss. Donc, je ne parle pas allemand, mais j'ai fait traduire par quelqu'un. Et en fait, ils avaient mis ce tableau sur le site pour dire, regardez, on ne sait pas très bien l'histoire de ce tableau. Pas pour dire il a été spolié, mais pour dire, aidez-nous finalement à creuser un peu la provenance du tableau. Voilà. Donc, j'ai commencé un peu à rassembler des documents. J'ai commencé par le carnet de mon arrière-grand-père, dans lequel il était mentionné. Ensuite, j'ai pu retracer… En fait, l'histoire de ce tableau est assez incroyable parce qu'il s'agit d'un cas de
de vente sous contrainte, on peut dire, et il a fallu retrouver les intermédiaires, et la dame qui l'a racheté pendant la Seconde Guerre mondiale, dont parle aussi Hector Feliciano, d'ailleurs qui était connu des services et qui était jugé après-guerre. J'ai retrouvé son dossier dans les profits illicites des archives de Paris, et donc c'est ce qu'on appelle aussi une recycleuse condamnée, et elle a racheté des œuvres d'art pour la Reichsbank qui voulait être décorée à l'image de la Banque de France. Donc ce tableau a fait, donc c'est un circuit assez curieux, il s'est retrouvé après-guerre dans les coffres de la Reichsbank et il a fini exposé au musée de Dresde. Et donc c'est moi qui ai dû, là, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que c'était à moi d'apporter toutes les preuves de la spoliation et de faire la recherche de provenance pour prouver, alors que le musée lui-même l'avait mis sur ce site, pour prouver qu'il avait bien été spolié. Et ça a pris, toutes les démarches ont pris à peu près 4 ans. Et aujourd'hui, on a la chance que ce tableau soit revenu en France. Voilà. Après des pourparlers pas toujours très faciles avec l'Allemagne. Non, parce qu'on est toujours, j'ai entendu cette phrase que je cite souvent, mais qui est symptomatique d'une forme d'oubli aussi des lois anti-juives. Elle dit, qu'est-ce qui nous prouve, j'ai l'impression d'être dans Monsieur Klein, qu'est-ce qui nous prouve que votre grand-père n'était pas très heureux de vendre ce tableau entre 40 et 41? Donc c'est vrai qu'il a fallu rappeler les lois anti-juives, il a fallu revenir sur tous les éléments qui prouvaient bien que Jules Strauss n'était pas, effectivement, n'avait pas le choix. La famille a dû fuir. Tu as rappelé, Emmanuel, dans le colloque, c'est très très important d'avoir, tu as même montré un document très précieux sur de lois anti-juives qui expliquait que, voilà, tu peux nous rappeler en 2 mots, parce que c'est clé quand même, quand on fait ce genre de recherche, de connaître ces lois et les dates et les éléments. J'aimerais bien que tu nous rappelles. Parce que dans ce musée allemand, il semblait y avoir eu pendant un instant une amnésie. Souvent les factures. Mais il n'y a pas de facture dans une histoire de vente forcée ou de vente sous contrainte, ou dans toutes les histoires de spoliation, il y a un gap nécessaire. À un moment, on ne sait pas. L'acheteuse pour la Reichsbank, elle n'a pas fait une. Enfin, voilà, il n'y a pas de facture avec mon arrière-grand-père. Il y a toujours un petit moment de doute. Bien sûr. Alors, je n'ai pas de légitimité à répondre pour les musées allemands. Non, pardon, je voulais dire sur les lois anti-juives. Parce Française. que, voilà. De Vichy. Vichy. Je n'ai pas de légitimité pour les musées allemands. Hein, je travaille du même côté. Ah ouais. Ce qui est très important, c'est, tu as parlé de cette nouvelle base de données. Dans mon optimisme à tout crin, surtout en cette période, j'ai envie de dire, il y a quand même il y a une nouvelle donne, il y a de nouveaux instruments de recherche, il y a beaucoup de bases de données. Et moi qui ai commencé ce travail depuis un peu plus d'une douzaine d'années, je n'avais pas du tout accès à toutes ces informations. Donc, ce que je veux dire, effectivement, il y a urgence parce que nos témoins disparaissent, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier également que du côté des musées, du côté des institutions, il y a un travail qui a été fait de bases de données, et notamment les Allemands nous proposent de nombreuses bases de données. Ils ont également un centre de biens spoliés, le Kulturgutverlust, qui est très important, où la ministre Monika Grütters vient de donner encore un financement de 5 millions d'euros, 5 millions d'euros, qui vont permettre à des chercheurs de provenance de travailler à la fois sur les spoliations artistiques de la Seconde Guerre mondiale, mais également, ce qui n'est pas le propos aujourd'hui, mais également sur les pillages issus de la colonisation. Donc, vous voyez, c'est quand même un moment très enthousiasmant à vivre pour le chercheur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je reviens sur la France. Et Pauline, je te remercie de citer un colloque organisé au sein du Musée du Louvre le 10 mars 2021, ouvert au plus grand public, suivi par 3500 personnes, où nous avons souhaité demander aux différents 8 départements du Musée du Louvre de se pencher sur la question délicate
des acquisitions réalisées par les musées nationaux entre 1933 et 1945. Donc ça, je trouve que c'est quand même une avancée très importante à l'initiative du président directeur Jean-Luc Martinez. Et puis, dans la table ronde que je modérais, eh bien, j'ai reparlé effectivement de la législation d'exception mise en place à la fois par les ordonnances allemandes, mais également les lois de Vichy, et j'insistais sur la loi du 22 juillet 1941 qui dote la France eh bien, de la possibilité de mettre des administrateurs provisoires, instruments de la spoliation, à la tête du patrimoine des familles juives. Et c'est cette loi qui va être, avec beaucoup de succès, un des instruments les plus effroyables de la spoliation. Du jour au lendemain, les familles juives rencontrent un administrateur gérant, un administrateur provisoire en charge d'inventorier leur patrimoine, puis de le liquider ou de le mettre entre les mains d'Ariens. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'arianisation. Et donc, c'est effectivement des lois d'exception qui vont créer des mesures exorbitantes de droit commun. Et heureusement que le législateur, et en France, nous sommes vraiment gâtés de ce point de vue, le législateur, lors de l'immédiate après-guerre, par son ordonnance du 21 avril 1945, ouais. 21 avril 1945, eh bien, vérifiera que les ventes qui ont été réalisées sous la contrainte des lois du 22 juillet 1941 sont nulles et non avenues. Vous voyez, c'est très, très, très important d'avoir les deux pans de cette législation d'exception qui s'achève le 9 août 1944 par le retour de la légalité républicaine, et puis ensuite les dispositions mises en place par le législateur français. Et la France a été dotée vraiment de cet arsenal qui est encore en vigueur, et si vous me le permettez en deux mots, qui nous a donné deux magnifiques décisions ces derniers temps. La première est celle du 1er juillet 2020, où la Cour de cassation a ordonné la restitution d'une œuvre de Camille Pissarro, La Cueillette des Pois, à la famille de Simon Bauer. Donc ça, à la suite, là encore, d'un long combat juridique. Et puis, autre décision très importante de la Cour d'appel, cette fois-ci, le 30 septembre 2020, un magnifique arrêt qui a été obtenu avec brio par maître Corinne Herskovitch, eh bien, la restitution de 3 œuvres de Derain à la famille de René Guimpel, dont nous avions présenté le parcours lors de l'exposition Marché de l'Art au Mémorial de la Shoah. C'est vrai que cette décision de fin septembre 2020 est fondamentale et pourrait même, vous le pensez, faire jurisprudence, en tout cas faire avancer les choses, surtout que l'affaire avait été déjà jugée et les ayants droit avaient été, disons, voilà, leur demande avait été refusée. Maître Herskovitch a insisté et voilà, ils ont eu 3 Derain qui appartenaient au musée de Troyes et au musée de Cantigny de Marseille restitués tout récemment. Donc, en quoi cette affaire pourrait faire jurisprudence, enfin, en quoi symboliquement elle est très importante à vos yeux, Emmanuel Pollack? Bien, écoutez, ces 2 décisions me permettent d'être vraiment très confortée dans le fait de dire que depuis, je pourrais dater cette avancée de 2014-2015. Alors c'est vrai, je te rejoins entièrement, Pauline, pour les familles, c'est vrai, c'est long, c'est beaucoup trop long, on le voit. Pour autant, nous voyons que les institutions eh bien, comprennent les nécessaires recherches de provenance qu'elles doivent
faire dans leur fond. Il y a eu des expositions, il y a eu vraiment beaucoup de choses autour des MNR, mais les recherches de provenance vraiment initiées au sein, pour y travailler depuis le 6 janvier 2020, au sein du musée du Louvre, vraiment me conforte et me donne un vrai regain d'énergie parce que je tente de mettre en place des instruments de recherche partagés par tous, rappeler un peu ce qu'ont été ces lois, rappeler ce que était la situation des Juifs lors de cette période. Et c'est vrai que l'historien, même s'il s'en défend, est souvent prisonnier de son ethnoculture. Voilà. Il est vrai que c'est mon histoire également, c'est l'histoire de ma famille également. Donc, j'ai toujours souhaité le mettre un petit peu bien à distance, mais j'en suis bien évidemment, je suis la fille de cette histoire, donc, ou la petite fille de cette histoire. Et donc, on ne peut pas, à partir du moment où les gens ont la connaissance, ont le rappel nécessaire de ce qui a été cette histoire, eh bien, je ne peux pas croire qu'ils ne se mettent pas à travailler vraiment avec beaucoup d'éthique et avec beaucoup de responsabilité. On peut effectivement espérer que les musées soient devenus proactifs et votre mission au Louvre en atteste, d'autant plus que voilà, ce musée a un poids symbolique très important. On peut espérer qu'il serve un petit peu d'avant-garde au mouvement. Il y a aussi tous ces outils qui sont très récemment mis en place depuis 1 an ou 2. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit panorama des outils, notamment des digitalisations de bases de recherche qui sont à disposition des familles et qui ne l'étaient pas il y a encore 2-3 ans, Emmanuel, qui aurait peut-être facilité la recherche de Je note, oui. S'il y a des nouveaux trucs. Alors, oui, alors, et des scoops. Ah. Alors, tout d'abord, un partenariat qui a été signé avec l'hôtel Drouot, où Maître Alexandre Gicquelot a ouvert le centre de la documentation de Drouot Patrimoine aux chercheurs et aux membres scientifiques et aux conservateurs, bien évidemment, du musée du Louvre. Ça, c'est vraiment important. Nous y travaillons depuis pas mal de temps et c'est vrai que nous avons une nouvelle source. Nous avions déjà les catalogues numérisés par la Bibliothèque nationale de l'histoire de l'art, l'INHA, quelques 3000 catalogues de vente qui avaient été mis en ligne entre 1940 et 1945, donc qui ont permis certaines restitutions et surtout d'apporter des réponses dans les jalons de provenance. Vous dire qu'il y a donc ces nouveaux catalogues de vente. À l'hôtel Drouot, les catalogues de vente ont leur spécificité. Ils sont signés de la main du commissaire-priseur, mais surtout, il nous apporte des annotations. Annotation du prix, formidable, mais encore mieux, quelquefois, le nom de l'acheteur. Ah, ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin. Je veux vous parler, en restant à l'Institut national d'histoire de l'art, de la numérisation de la Gazette de l'hôtel Drouot, du premier numéro jusqu'aux années 50. Si je ne me trompe pas, environ 1900 à 1950. Vous avez en ligne les gazettes de l'hôtel Drouot où, si vous appelez une année, vous pouvez interroger en plein texte, cette année. Par exemple, pour l'année 1941, quels sont les Pissarros qui sont passés en vente? Et à ce moment-là, vous avez toute une liste des données de Drouot et vous vous rendez sur la page et vous allez avoir des indications. Vous devez ensuite essayer d'obtenir le catalogue de vente de la précise vente et puis ensuite vous irez aux archives de Paris pour trouver les procès-verbaux, s'ils y sont, de l'autorité de la vente. Voilà un petit peu comment on travaille sur les recherches de provenance. Et puis, autre très belle nouvelle, c'est bientôt la signature d'une convention Musée du Louvre et Mémorial de la Shoah pour obtenir, là encore, pour les membres scientifiques des 8 départements du Musée du Louvre, le bottin des spoliés
en 3 volumes et le très épais volume des administrateurs provisoires. Donc, vous voyez qu'avec ces nouveaux outils, nous avons ce que l'on appelle des red flag lists. Lorsque dans une recherche de provenance, vous avez un nom qui est conservé ou consigné à la fois dans le bulletin des spoliés ou dans le bulletin des administrateurs provisoires, vous avez une nécessaire obligation d'aller un peu plus loin dans votre recherche de provenance. Je pense qu'il serait aussi l'occasion de souligner, enfin de rappeler les ateliers de recherche de provenance que vous accueillez au Mémorial de la Shoah. Comment est-ce qu'ils se déroulent? Comment préparer les recherches au sein de la famille si jamais on veut vous rencontrer? Pauline Bert, je crois que vous avez aussi participé avec Emmanuel Pollack. Très modestement, une fois, mais c'était passionnant. Ouais, j'apprends toujours beaucoup de choses avec Emmanuel. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut préparer ces ateliers-là et à quoi on peut s'attendre, Emmanuel? Alors, l'atelier du chercheur de provenance au Mémorial, c'est à la suite de l'exposition qui avait rencontré un succès d'estime au Mémorial de la Shoah. Et donc, c'était très difficile de finir cette exposition parce que c'était avec beaucoup de bonheur que nous l'avions présentée. Et nous avons souhaité lui donner une suite. Et cette suite, c'était de proposer à différentes familles qui, comme Pauline, se posaient la question d'éventuellement avoir des spoliations ou avoir été victimes de pillages dans leur famille, eh bien, leur proposer une orientation, les recevoir pendant 1 heure, 2 heures et essayer de voir avec elles ce qu'elles pouvaient faire, si elles voulaient le faire, si elles voulaient rencontrer d'autres organismes qui s'occupent de ces questions, essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, effectivement, les ateliers ont été mis à raison d'une fois par mois. Or, très vite, eh bien, la crise sanitaire et la pandémie a empêché d'aller un petit peu plus loin, mais j'ai pu rencontrer 4 familles et j'ai essayé effectivement de les aider. J'en suis encore 2. Espérons que voilà, la crise nous permettra un jour de les remettre J'espère. en place. Parce que Pauline, vous insistez sur le fait que cette recherche, vous l'avez faite seule avec l'aide de votre famille. Vous n'avez pas cherché forcément l'aide, hormis celle d'Emmanuel Pollack qui vous a vraiment guidé. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même parce que je veux dire, vous n'avez pas délégué à un chercheur de... Ah non, oui. Non, mais c'est vrai que j'ai bénéficié quand même. En fait, il y a quand même un réseau d'entraide entre, par exemple, je pourrais citer Marc Mesurowski qui m'a aidé. Dès lors que je suis allée 1 ou 2 fois à la Courneuve, Sébastien Chauffour, quand je lui demandais un renseignement par mail, me donnait toujours une référence. Et ça, je le dis aussi parce qu'en ce moment, les archives sont... Je pense qu'on peut y aller sur rendez-vous. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un chercheur débutant d'aller que sur rendez-vous dans des archives parce que le nombre de fois où je suis venue chercher quelque chose, j'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose que je cherchais pas. Donc c'est très difficile pour les débutants dont je faisais partie de pouvoir y aller que sur rendez-vous sur des éléments très très précis. Donc tout ce dont a parlé Emmanuel en ce moment, c'est très précieux. Et aussi demander un petit peu d'aide de temps en temps, ça peut être bien, parce que en fait, c'est tellement de domaines qui se mêlent. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître l'histoire de l'art, l'histoire de sa famille, l'histoire de la France, l'histoire des spoliations. Enfin, donc, c'est beaucoup de domaines et parfois, les gens m'ont très généreusement aidé. Je dois dire, à chaque fois que j'ai posé une question à la fondatrice de l'ERR, elle m'a répondu, Patricia Gramstead, tout le monde m'a répondu avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Voilà, il y a un réseau d'entraide quand même, et parce que seul, surtout quand on n'est pas dans ce domaine, dans aucun de ces domaines artistiques, historiques, c'est très difficile. Vous avez été très aidé aussi par la bibliothécaire du musée d'Orsay. Ah oui, alors là, fantastique. Qui intervenait d'ailleurs au colloque du Louvre que vous avez organisé, Emmanuel, en disant voilà, qu'ils étaient aussi... Elena Patiamanis, qui connaît, qui par chance connaît ces sujets. Parce qu'effectivement, elle la connaît bien, elle a établi une cote sur les spoliations, donc on peut consulter des ouvrages. Voilà, elle connaît très très bien tous ces domaines de recherche de provenance. Et puis
les choses sont ordonnées de manière à ce qu'on trouve assez facilement ce qu'on cherche dans la bibliothèque du musée d'Orsay, je dois dire. Alors que moi, à l'INHA, j'étais complètement perdue parce qu'on commande quelque chose, on attend 1h30, on s'est trompé, on ne sait pas très bien ce qu'on vient chercher. Il y a des bibliothèques qui, pour les débutants, sont un petit peu plus à échelle humaine. Le contact est plus facile. Non pas qu'elle soit mieux, ce n'est pas voilà, c'est pas une comparaison sur la valeur de la bibliothèque, mais c'est juste comment on s'y sent quand on débute. Et toutes les archives dont parle Emmanuel, en ce moment, sont spécialement précieuses, je redis. N'hésitez pas à regarder sur Internet parce qu'on n'a plus d'accès aux endroits réels et très peu. Donc, il faut y aller que quand on est vraiment extrêmement sûr de ce qu'on cherche. Peut-être un mot sur la base de données justement de l'INHA qui est lui aussi très proactif depuis au moins 7 ou 8 ans sur la question. Leur base de données RAMA sur la question des marchés, des marchands, enfin du marché de l'art pendant l'occupation que vous connaissez sur le bout des doigts. Comment est-ce qu'ils l'ont… Et qui est aussi peut-être l'occasion de saluer tous ces jeunes historiens qui s'engagent sur les questions, qui sont de plus en plus nombreux apparemment. Emmanuel? Oui, alors c'est un sujet qui fascine et passionne les jeunes étudiants. Pas une journée ne se passe sans que j'ai des demandes de stage et voilà, malheureusement, bon, c'est assez difficile en ce moment. Donc pour les jeunes, donc effectivement, on essaye de prendre quelques stagiaires, mais les conditions sont assez difficiles d'accessibilité des archives pour des raisons sanitaires, je le dis bien, et uniquement les raisons sanitaires, parce que l'accessibilité des archives s'est beaucoup facilitée, a été beaucoup facilitée ces derniers temps. Oui, encore une raison d'être très optimiste, parce que les jeunes, on le voit, ont la volonté eh bien, de visiter des musées propres, des musées où, sans aucun problème, eh bien, on parle de ces provenances, de ne plus regarder l'œuvre déconnectée de son contexte, mais bien inscrit dans son contexte. Et je dois avouer que c'est toujours une valeur ajoutée que d'avoir l'histoire du tableau, savoir entre les mains de qui elle est passée, ça questionne l'histoire du goût, ça questionne la trajectoire, les collectionneurs, l'histoire des marchands. Et c'est vrai que c'est très couru en ce moment comme champ de recherche. Mm-hmm. La question que vous me posiez, répertoire RAMA, pardonnez-moi. Répertoire RAMA, je laisserai bien sûr la parole à Inès Rothermund-Reinhardt, qui est chef de projet de ces formidables instruments de recherche qu'on attend, parce que la communauté scientifique est tout à fait avide des instruments de recherche, comme vous le savez, et j'ai cru comprendre bien, que c'était des grandes notices biographiques dans lesquelles nous allons pouvoir, là encore, avoir dressé des red flag lists et qui nous permettront d'aller un petit peu plus loin. Voilà, mais là, ce n'est pas de mon ressort. Bien sûr, ça fait juste partie des nouveaux outils qui pourront être mis à disposition. Écoutez, merci à tous. Est-ce que ce serait le temps de poser des questions, Pauline ? Oui, tout à fait. Alors, on a 2 questions et puis vous pouvez donc, si vous souhaitez parler directement, lever la main, on vous donne la parole. Je vais commencer. Alors, il y a une personne qui réévoque ce dont il a été question, les 2 reins qui ont été restitués. Donc, je vais lire rapidement ce qu'il souhaitait partager avec vous. Justement, le mercredi 27 janvier, la ville de Marseille a officiellement restitué, donc à la date anniversaire du 27 janvier, la libération des camps, officiellement restitué le tableau Pinède-Cassis d'André Derain, peint en 1907 aux héritiers de René Guimpel. Ce collectionneur d'art marseillais l'avait vendu dans des conditions troubles lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet homme a été un héros de la résistance engagé avec ses fils dès la défaite de 1940, souligne Benoît Payan, le maire de Marseille. Déporté parce qu'il était juif et résistant, ce sont ses héritiers qui ont contacté dès 2011 donc les musées de Marseille pour confirmer la spoliation puis demander sa restitution. Donc vous en parliez tout à l'heure. Il y a une personne qui avait réagi au moment où vous évoquiez cette possibilité
quand il n'y a pas d'ayant droit, voilà, selon les accords de Washington, s'il est impossible de retrouver la famille à qui appartenaient ces œuvres, là il mentionne le texte des accords, il conviendrait de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour parvenir à une solution juste et équitable. Savez-vous plus précisément ce qu'il arrive à ces œuvres, donc s'il n'y a pas d'ayant droit qui se manifeste, et sont-elles confiées à des musées ou des mémoriaux? Est-ce que vous voulez dire un petit mot à ce sujet? Emmanuel, peut-être, oui. Alors, je veux dire que c'est assez rare que nous ne retrouverions pas d'ayant droit. Ce que je veux dire par là, c'est que les cabinets de généalogie, je travaille pour ma part avec un cabinet, l'étude ADD généalogie pour ne pas la nommer, travaille à la recherche des ayants droit. Et effectivement, il peut y avoir des familles entièrement décimées par la Shoah, je le conviens complètement et je le reconnais, mais il y a également la possibilité de faire des recherches par des cabinets de généalogie pour essayer de retrouver les ayants droit. Voilà, alors je ne sais pas si ça se passe en France ou si c'est aux États-Unis, mais là, en parlant des accords de Washington, j'ai cru comprendre que c'était aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les œuvres en déshérence. Eh bien, les œuvres en déshérence, eh bien, il faudrait que les musées fassent exactement comme les musées français, c'est-à-dire travailler à leur recherche de provenance et travailler sur ce qui est notre appellation des MNR, qui sont des œuvres qui ne sont pas rentrées dans les inventaires des collections nationales, qui sont uniquement à la charge et en dépôt des musées nationaux et pour lesquelles des recherches doivent être menées. Très bien. Alors, il y a une petite question. C'est bien que vous ayez précisé, Emmanuel, les ateliers, parce que là c'est un peu particulier à cause du contexte sanitaire, mais ils reprendront dès que possible. Et je crois que vous en organisez déjà par le biais de Zoom aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ateliers de recherche de provenance qui sont organisés dans d'autres structures autres que le mémorial? Je pense que c'est surtout... Enfin, Emmanuel répondait en quelques secondes. Est-ce que vous en animez ailleurs? Alors, écoutez, je n'en connais pas, mais il y a maintenant également la mission sur le traitement des œuvres et biens culturels ayant fait l'objet de spoliation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, sous l'autorité de David Zivie, et Isabelle Rouche-Ducos et Muriel de Bastier et Elsa Vernier-Lopin et d'autres chercheurs de provenance qui peuvent aussi répondre aux questions et qui sont tout à fait joignables sur le site, je pense, du ministère de la Culture. Donc, et pour ma part, moi, je connais et j'ai mis en place, on a souhaité avec le mémorial poursuivre parce que on a eu une coopération très, très, très enrichissante autour de l'exposition, mais je ne sais pas si voilà, si d'autres effectivement d'autres institutions eh bien s'occupent d'ateliers de recherche de provenance. Mais enfin, j'aimerais bien que ça donne des idées à d'autres institutions. Oui. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les rassembler ou peut-être d'en poser quelques-unes de manière conjointe. Alors, il y a aussi des personnes qui vous saluent. Alors, on va le partager aussi et c'est important peut-être dans votre démarche, Pauline, une personne qui vous dit que contrairement à ce que vous dites au début de votre livre, de votre peur d'écrire, vous auriez eu tort de ne pas le faire. Votre livre est superbe et émouvant. Voilà, c'est toujours difficile de s'engager sur ce chemin-là, et c'est bien de savoir que en termes de réception, votre livre est reçu ainsi, et c'est aussi pour les autres familles un guide aussi dans leur démarche. Alors, là, il y a une personne pour vous, Emmanuel, que vous avez beaucoup aidé
notamment aux archives de l'ORT pour refaire le parcours de son père, Myrtil Veil, qui était secrétaire général justement de l'ORT France de 40 à 1944, puis déporté par le convoi 67. Il était ensuite à Monowitz. Il n'est pas revenu, voilà. Et donc apparemment, cette personne s'est engagée dans l'écriture d'un livre aussi, hein, matricule 17 3383. Le destin tragique d'un juif d'Alsace, François Veil, en ma petite fille, en plus de sa petite fille Aura Pilser. Voilà, après des études de droit et d'art, elle s'est donc engagée dans la structure du commissaire-priseur chez Tajan. Alors ça, vous en parliez, Emmanuel, c'est aussi très rassurant et enthousiasmant de se dire qu'on a aussi beaucoup de jeunes gens qui souhaitent s'engager dans ces travaux de recherche, rejoindre la communauté scientifique sur ces champs de recherche. Alors, je remercie beaucoup Françoise. Ça me renvoie à une vie antérieure, quand j'étais archiviste à l'Orte France. Et le nom de Myrtil Veil résonne bien évidemment. Une personne très importante pour l'Orte France. Et écoutez, je vous demanderai, Pauline Dubuisson, de lui donner mes coordonnées pour que nous puissions poursuivre de façon privée cette conversation. Et je serai très, très heureuse d'aller la voir chez Tajan. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne qui n'avait pas, comme beaucoup, je pense, des personnes qui ont participé à ces échanges, forcément conscience des avancées de la part des États et des musées sur ces questions-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question sur quels sont les moyens politiques en question de... quelle est la politique sur cette question, moyens humains et budget, pour ce qui concerne donc, cet engagement de l'État et des musées sur ces questions? Alors, je ne peux pas répondre pour tous les musées. Vous disiez, par exemple, pour l'Allemagne, tout à l'heure, Emmanuel, sur le fait que, justement, l'État allemand avait mis beaucoup de moyens pour que ces recherches puissent avancer et se faire dans les meilleures conditions. Tout à fait. Moi, ce que j'aime, c'est la micro-histoire et j'ai envie de dire, ce sont les micro-actions parce que c'est petit à petit, mis bout à bout, les unes après les autres, qu'on arrive à avoir des informations. Alors, j'ai mon chat qui est très intéressé. C'est un grand compagnon des recherches de provenance. J'en veux pour preuve de la visite que j'ai pu faire à Madame Anne-Solène Roland, directrice des musées de France, et à Monsieur Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre. Je leur ai présenté l'exposition qui se tenait au Mémorial de la Shoah et nous nous étions arrêtés sur un petit catalogue d'exposition qui a eu lieu le 28 septembre 1945 qui s'intitulait de la façon suivante: Musées nationaux, nouvelles acquisitions, 2 septembre 1939, 2 septembre 1945. Voilà. Alors, quand on a une formation d'historienne spécialisée sur la Seconde Guerre mondiale comme moi, vous voyez bien que tout de suite, vous êtes tout à fait interpellés sur les dates. Et je me suis ouvert à eux. Je leur ai dit, voilà, comment les musées ont pu poursuivre et continuer leur cœur de métier et ont continué à enrichir les collections nationales. Et je pense que c'est vraiment à la suite de cette visite que la mission a été confiée à partir du 6 janvier 2020, effectivement, de travailler sur les acquisitions des musées nationaux entre 1933 et 1945. Donc, vous voyez, c'est une visite d'une exposition, c'est la rencontre avec des personnes qui ont vraiment la volonté de faire avancer les choses, qui comprennent. Il faut dire que l'exposition qui se tient au Mémorial de la Shoah
prend toute son amplitude. Parce qu'on comprend bien ce qu'il y a derrière, que c'est beaucoup plus important qu'une simple exposition, bien évidemment. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la possibilité de me confier cette mission. Et cette mission en entraînera d'autres. Et je pense qu'il y aura bientôt des jeunes étudiants qui pourront se spécialiser sur ces questions, qui seront de mieux en mieux à même de connaître les outils de recherche, d'aider à travailler sur ces questions. Et voilà, je le souhaite et je l'espère. Est-ce que je peux ajouter un petit truc ce qui peut aider aussi dans ces recherches, et ça je peux le dire aux autres familles, c'est ne pas hésiter à partager les recherches et les découvertes, parce que souvent il y a des points communs dans les histoires de spoliation. Les acteurs de la spoliation peuvent être, ça peut se recouper, les collectionneurs se connaissaient, les marchands se connaissaient. Il faut pouvoir partager, comme les archives familiales par essence sont inconnues du public, ne sont pas accessibles. Il faut qu'on puisse se parler les uns aux autres, comme j'ai pu parler par exemple à la petite fille Guimpel, celle qui a récupéré les 2 reins. Donc on échange des infos, voilà, il faut une espèce de solidarité aussi pour y arriver, pour retracer un peu ce qui s'est passé. Moi, j'avais une question, si je puis me permettre, à Emmanuel Pollack sur les 13 000 œuvres qui restent, donc qui n'ont pas été classées MNR à la fin des années 40, qui ont été vendues donc, par les domaines. Est-ce que certaines ont été retracées, retrouvées, ou où on en est de cette recherche spécifique? Alors, cette recherche spécifique a été découverte et révélée par la mission Matteoli, tout d'abord. Hein. Ça, c'est vraiment dans les années 1997-2000, ça a été vraiment tout d'abord révélé. Ensuite, la sénatrice Corinne Bouchoux, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a aussi participé à partir des années 2013-2014, à côté de la ministre Aurélie Filippetti, a beaucoup travaillé sur ces questions et a posé la question des archives, de ce qu'on appelle les archives des domaines, que l'on n'a pas retrouvées pour le moment. On ne les a pas retrouvées. Donc, voilà, c'est vraiment très, très difficile. Pour autant, dans l'exposition sur le marché de l'art, nous présentions dans la dernière salle une œuvre d'Odilon Redon qui était passée en vente, qui avait été spoliée à la famille de Georges Lévy et qui était passée en vente dans les années 50. Et voilà un exemple d'œuvre spoliée qui ressortait sur le marché de l'art des années 50. J'ai beaucoup étudié le marché de l'art des années 45 des années 40 aux années 45, mais il faudra vraiment et c'est ça, je m'adresse aux jeunes, aux jeunes étudiants, il faudra vraiment étudier de façon très précise, sous cet angle, le marché de l'art des années 50, le marché de l'art des années 60 et des années 70, puis encore un peu plus loin. Voilà. Tout à fait, c'est très très important. Les ventes des domaines, nous cherchons les archives, nous cherchons les catalogues. Il y en a très peu, j'en ai trouvé 1 ou 2, il y en a très très peu. Merci, cette question. Alors, on a une question, mais ça fait partie de ce que vous disiez très bien, Emmanuel. Il y a certaines étapes, mais il y a une remarque qui est faite sur le fait que pourquoi la spoliation et le pillage des œuvres d'art ne figurent pas ou peu dans les manuels scolaires. Voilà. Oui, alors là, je vais vous dire tout d'abord que il faut toujours replacer les choses à leur propre place. Et je pense que dans les programmes de 3e comme dans les programmes de première, il est urgent, et on le sait, ce n'est plus aussi facile que ça. Et le Mémorial de la Shoah fait un travail exceptionnel de pédagogie pour recevoir les jeunes, et on sait que les professeurs d'histoire ont pu être démunis quelquefois lorsqu'ils abordent la déportation des Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses qui ont été faites, et notamment autour du concours de la résistance et de la déportation. Le pillage et les spoliations artistiques de la Seconde Guerre mondiale ont été l'objet
d'un concours et je vois de plus en plus des jeunes s'intéresser à l'itinéraire de Rosevalent. On n'en a peut-être pas parlé, mais cette attachée de conservation du musée du Jeu de Paume, qui est la gardienne de la mémoire de ce pillage et des spoliations, eh bien, a eu un parcours extraordinaire qui fascine, là encore, les jeunes générations. Donc, on le voit, il est vrai que l'on pourrait faire un petit peu plus dans les manuels d'histoire, mais là encore, c'est, je trouve, très, très lié à l'historiographie de la transmission de la Shoah, avec de moins en moins de témoins et des obstacles également quant à la réception de ce génocide. Concernant Rosevalent, je pense qu'il faut saluer les travaux notamment d'Ophélie Jouan, auxquels je pense parce qu'elle est une des intervenantes dans les questions, qui s'est beaucoup attachée à cette figure, notamment parmi les jeunes chercheurs. Exactement, c'est tout à fait ce que j'allais dire, parce que Ophélie Jouan nous a envoyé quelques messages. Elle voulait, vous l'avez fait tout à fait, Emmanuel, souligner le fait qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui s'engagent dans ces travaux aujourd'hui. Et elle souhaitait aussi faire savoir que l'année prochaine, il y aura donc une exposition d'Urlite qui se tiendra au musée d'Orsay, qui sera aussi un temps important dans l'historiographie sur ces questions. Alors, si je peux me permettre, faisant partie du comité scientifique, c'est prévu plutôt à l'automne 2023. Oui, on imagine que c'est peut-être un peu décalé. Il manque une année dans le calendrier. Donc, voilà. D'accord. Donc, il faudra patienter un peu. On a une personne qui souhaite souligner aussi que souvent parfois les requêtes sont rejetées par la CIVS pour les questions de preuve de statut d'héritier légitime et que l'œuvre prouvé que l'œuvre n'aurait pas été vendue à juste prix, nous dit-il. Aussi, malheureusement, les accords de Washington sont de principe et non de loi. C'est toujours un peu compliqué pour les familles. C'est ce que souhaite souligner cette personne, Eric Friedman. Oui, je comprends entièrement la sensibilité des familles sur ces questions, effectivement. Moi, je veux parler d'un attelage gagnant qui est celui qui a mis en perspective Pauline dans son très joli ouvrage. C'est vraiment une famille qui possède des documents, qui a des archives avec la volonté d'une personne de cette famille de faire avancer les recherches et puis de ne pas avoir peur d'avoir les services des chercheurs de provenance. Alors, je ne parle pas du tout de moi, mais de cette jeune garde, justement, qui peut aider, qui peut conseiller le mieux possible. Et puis, à un moment donné, il est vrai, il est nécessaire, quelquefois, pour faire aboutir ces recherches, d'avoir recours à des avocats, à des cabinets d'avocats. Et pour obtenir véritablement le retour d'une œuvre, cet attelage gagnant est celui d'une famille qui fait avancer les choses, d'un chercheur de provenance qui va apporter sa compétence, sa façon de voir et qui aide aussi la famille, et les échanges peuvent être formidablement enrichissants. Et puis, l'aspect juridique qui doit être porté là par un homme ou une femme de loi. Alors, on a aussi une question de Nelly Singer qui vous remercie pour ces échanges passionnants. Elle souhaiterait poser cette question. Pensez-vous qu'il sera possible dans les prochaines années de bénéficier d'un nouveau guide des sources dans les archives nationales pour réactualiser celui qui avait été publié à la suite de la mission Athéoli ? Voire également un guide des archives départementales pour les camps d'internement, les recensements, etc. Alors, il existe sur ligne, je te laisse tout de suite la parole, Pauline, je te prie de m'en excuser. Non, plus.
il existe une réactualisation de ce guide fabuleux de Caroline Piketty, d'archiviste de la commission à la fois aux Archives nationales, qui était d'une aide formidable, et également qui était à la commission Mattei. Et ce guide a fait l'objet d'une réactualisation. Or, nous n'en avons pas de version papier, mais il existe sur Internet. Je te laisse la parole. Non, mais pardon, j'ai rebondi parce que moi aussi, j'aurais bien voulu avoir un guide. Et comment on le trouve? On tape guide Caroline Piketty? Oui, enfin, c'est pas une réactualisation du catalogue, du guide des archives de Caroline Piketty, mais si vous allez sur les archives nationales, et vous pouvez demander aussi aux archivistes qui travaillent sur ces fonds, et notamment Monsieur Pascal Rivial, il va m'en vouloir, j'espère pas, il me pardonnera. Essayez de demander effectivement la réactualisation du guide des archives qui permettent de travailler sur les spoliations artistiques de la Seconde Guerre mondiale. Et il me semble que David Zivie, lors de votre colloque, Emmanuel a mentionné aussi le travail de la CIVS pour faire un espèce de répertoire de toutes ces archives. Hein, oui, on est vraiment dans un moment vraiment très euphorisant parce qu'il y a vraiment effectivement des convergences de volonté de différentes institutions qui souhaitent, conscientes du retard, qui souhaitent faire avancer ces questions. Et je salue Nelly Singer, qui est aussi une jeune étudiante de la nouvelle garde, de la jeune garde, et qui est très prometteuse. Alors, il y a quelques questions qu'on peut rassembler sur les MNR. Peut-être préciser le sigle. Voilà, on en a parlé lors de la conférence, mais il y a deux personnes qui posent une question peut-être qui n'est pas forcément... Enfin voilà, les œuvres MNR, sont-elles déposées et confiées où est-ce qu'elles sont déposées et confiées? Est-ce qu'elles pourraient être déposées et confiées au Musée d'art et d'histoire du judaïsme? Sinon, pourquoi? Donc voilà, il y a cette question-là. Sur le fait que les œuvres ne peuvent pas être prêtées dans le cadre d'expositions temporaires pour des questions évidemment de propriété, puisque ça n'est pas encore, c'est en cours d'établissement. Est-ce que vous avez envie de redire un petit mot à ce sujet? Alors, sur les MNR, la création des MNR vient tout d'abord de la création, on doit repartir un petit peu en novembre 1944, lorsque le ministère de l'Éducation nationale, qui est en charge le ministère des Beaux-Arts, enfin, il n'y a pas de ministère des Beaux-Arts, qui est en charge les Beaux-Arts, souhaite mettre en place une commission de récupération artistique pour rechercher, identifier et récupérer les œuvres issus du pillage et des spoliations artistiques qui se trouvent en Allemagne et en Autriche. On propose à Rose Valland le rôle de secrétaire de la commission de récupération artistique, et vous comprenez très très bien qu'elle ne va pas se satisfaire de ce rôle. Cette commission de récupération artistique est à l'origine de la récupération, vous l'avez dit dans votre propos introductif, Emmanuel, d'environ le retour de 60 000 œuvres d'art en France. Donc, on oublie peut-être de dire qu'entre 1944 et 1949, le travail a été fait, et très très bien fait, par les membres de la commission de récupération artistique et par les alliés également. Et cette commission de récupération artistique va prendre fin le 30 septembre 1949. Les dossiers vont être transférés à l'OBIP, l'Office des biens et intérêts privés, et c'est à la suite de la fin de la commission de la récupération artistique et la création de l'OBIP que sera donnée
lorsque les commissions de choix auront choisi 2000 œuvres d'art qui seront les plus importantes d'un point de vue esthétique, que l'on aura donné le nom de musées nationaux récupération à ces 2000 œuvres. Et ensuite, on a toute une déclinaison. Par exemple, on a les dessins sont plutôt des REC, récupération artistique, où les objets d'art sont des OAR. Il y a toute une série d'acronymes. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Justement, Ophélie Jouan a envoyé aussi l'adresse mail, le lien vers justement le site de la CIVS pour ce qui concerne donc la version, le guide dans sa version 2000, qui est dans sa version numérisée, accessible donc pour les familles. Alors, il y avait plusieurs questions, vous venez d'y répondre en fait, qui étaient parvenues par le biais de Facebook sur les œuvres qui sont encore en cours qui sont pas encore restituées, et puis sur les objets aussi, mais vous venez d'y faire allusion peut-être, Emmanuel. Alors, il y a aussi environ, je crois, 15 000 livres qui ont été spoliés. Hein. C'est aussi un autre champ de la recherche récente. Pour les livres, je renvoie aux travaux de Martine Poulain et je renvoie aux travaux également de Juliette Robin qui, à l'INHA, la bibliothèque de l'INHA, a fait un magnifique travail, est venue nous l'expliquer lors du colloque au musée du Louvre. Vraiment très, 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 très intéressant. Et il y a eu un vrai travail réalisé sur les livres. Tout comme nous aurions pu également parler des instruments de musique et rappeler, là encore, l'action de Pascal Bernheim ou de Corinne Herskovitch qui travaillent sur la spoliation, le pillage et les spoliations des instruments de musique. Alors, les 40 000 œuvres, donc les 100 000 ont été spoliées, 60 000 sont revenues, reste 40 000. Est-ce qu'elles ont toutes été détruites? Est-ce que certaines peuvent réapparaître encore aujourd'hui sur le marché ou dans les musées? Quel est l'état de la recherche sur ces 40 000 absentes? Alors, on a déjà beaucoup à faire sur les 2000, puis sur les 13 000. Et je vous ai dit de façon très sincère que j'étais une spécialiste de la micro-histoire. Alors, vous voyez, on a encore, et heureusement que les jeunes vont arriver, parce qu'on a encore beaucoup de temps devant nous, voilà, pour faire toutes ces recherches. Non, non mais là... peut-être on peut parler du rôle des maisons de vente aussi, qui est voilà, parce qu'à chaque fois qu'une œuvre, toutes ces œuvres qui sont dans des collections privées, le seul moyen à un moment de repérer une œuvre spoliée, c'est quand elle repasse sur le marché, et les maisons de vente là qui développent encore mieux et davantage la recherche de provenance vont nous permettre aussi de comprendre ce qui se passe dès qu'une œuvre va ressortir d'une collection. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une personne qui s'était posé sa question à l'oral, Marie-Hélène Salvador. Et puis, on a monsieur Camille Morando, qui est professeur à l'école du Louvre, responsable de la documentation des collections modernes. Madame Camille. Alors, voilà, elle a pas mis de E à professeur, donc effectivement, on se trompe. Donc, alors, elle voulait préciser que justement, elle a ouvert cette année un groupe de recherche à l'école du Louvre pour des élèves de Master 1 sur l'art en temps de guerre. Et plusieurs étudiants ont choisi avec ma concertation des sujets autour de la spoliation, du pillage, des expositions aux figures pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Comme dans d'autres universités, ces sujets sont donc beaucoup plus présents dans le champ de la recherche qu'il faut continuer bien sûr à soutenir. Vous en avez parlé amplement, Emmanuel. Alors, Marie-Hélène Salvador, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. On vous entend. On va vous entendre et que vous pourrez... Voilà, oui. Allez-y. Alors, oui, mon micro, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Voilà, en fait, je me posais la question suivante. Toutes ces œuvres, donc MNR,
pourquoi sont-elles pas plutôt en possession, enfin en dépôt ou au musée d'art moderne, au musée d'art juif et d'histoire juive, et puis, ou au mémorial de la Shoah puisque la plupart sont certainement des œuvres appartenant à des familles juives. Ça serait une façon qu'elles retrouvent au moins, si elles ne retrouvent pas leur famille, ou qu'elles gardent quand même un cadre proche de leur famille. C'est une question que je me posais. Oui. Eh bien, écoutez, madame, ça rejoint des préoccupations effectivement, de certaines personnes qui pensent exactement la même chose. Compte tenu de l'ouverture des archives récentes, compte tenu des nouveaux outils de recherche mis à disposition des chercheurs, je pense que c'est peut-être un peu prématuré et qu'on peut encore beaucoup plus travailler et essayer de faire pour que les familles juives récupèrent, lorsque cela est possible, leurs biens. Mais c'est tout à fait des préoccupations qui sont dans l'air du temps et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci pour votre réponse. Alors, on va arriver au terme de ces échanges. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui souhaitent prolonger les échanges avec vous, Pauline Bert de Pérignon et Emmanuel Pollack. On s'était assurément dit que les choses se passeraient probablement de cette manière-là. Alors, on va vous proposer quelque chose, si vous voulez, c'est de nous adresser vos questions par le biais de l'adresse email programmation@memorialdelashoah.org et nous ferons bien sûr nous transmettrons vos questions et vous mettrons en relation avec nos invités. Voilà, donc vous pouvez adresser vos messages à programmation@memorialdelashoah.org. Comme ça, nous transmettrons vos demandes à nos invités, parce qu'elles sont nombreuses, on n'a pas pu tout évoquer, mais nous le ferons. Voilà, donc les toutes dernières, je veux rassembler les toutes dernières questions et puis on va conclure. Il y a une personne, Swazik Dahan, qui précisait qu'elle a visité une exposition à Rouen en septembre et que certains tableaux avaient été spoliés. C'était des œuvres qui étaient restituées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ou qui étaient en attente de restitution à ses légitimes propriétaires. Il y avait au moins 7 tableaux parmi les tableaux qui étaient présentés. Emmanuel, peut-être vous voulez... Oui, je pense reconnaître des cartels d'œuvres Emener, puisque ce sont les phrases que nous mettons maintenant pour vraiment valoriser et mettre en exergue bien, cette particularité des tableaux MNR. La volonté est de mettre dans le cartel bien, cette mention que l'œuvre est en attente de rejoindre, après les recherches, bien, son propriétaire légitime. Voilà. Peut-être un petit mot de conclusion. Je voudrais dire aussi que vos 2 ouvrages sont, comme les librairies sont encore ouvertes. La librairie du Mémorial de la Shoah est ouverte, le musée non, mais la librairie. Et également le site internet du mémorial et de la librairie peuvent vous permettre d'acquérir les livres de nos invités aujourd'hui. J'imagine que vous aurez envie de les parcourir suite à ces échanges. Voilà, un petit mot de conclusion, l'une et l'autre, peut-être. Voilà, peut-être Alors, je voulais quand même remercier Emmanuelle pour tout ce qu'elle fait pour la recherche et pour les familles. Je voulais, en suivant le premier conseil qu'elle m'a donné et le transmettre peut-être aux familles, c'est faites les recherches vous-même. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous allez découvrir sur vos familles, sur vous-même, sur votre histoire. N'hésitez pas à interroger plusieurs fois les gens autour de vous parce que la mémoire peut rejaillir de différentes manières, surtout pour les personnes âgées. Et voilà, c'est assez fantastique de faire la recherche soi.
Donc, je vous encourage et partagez aussi le fruit de vos recherches comme le font les chercheurs. Merci. Alors, je vais pour ma part aussi, en un mot de conclusion, vous remercier, Emmanuel, parce que j'ai pu compter sur votre soutien à de nombreuses fois, et je me souviens d'un magnifique article lors de l'inauguration de l'exposition au Mémorial. Donc, merci à vous, merci infiniment. Pauline Bert de Pérignon, écoute, ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. Ça a été voilà, un très beau souvenir que d'aller ensemble en Allemagne à Coblence. Avec Pauline, on aime bien avoir des bons petits déjeuners. Et voilà, on a beaucoup rigolé parce que ça soit dans les centres d'archives ou à Coblence, eh bien, on n'avait pas ce qu'on aime, des petits gueuletons sympathique. Voilà. Et puis Pauline Dubuisson, un grand merci pour l'organisation de cette rencontre. Et je dois également remercier, si vous me le permettez, eh bien, Sandrine Morvan, avec qui j'ai pu travailler également à l'organisation de diverses tables rondes lors de l'exposition au Mémorial de la Shoah. Merci beaucoup. Ouais. Moi aussi, je remercie Pauline et Emmanuel. Pardon de ne pas l'avoir fait avant. Ce n'est pas une conclusion. Merci Pauline et Emmanuel, puisqu'on est en doublon. Ça fait un peu César, là. Merci à toutes les trois et merci aussi au public d'avoir été très nombreux aujourd'hui et de toutes vos questions. Et surtout, n'hésitez pas donc à nous renvoyer des éléments complémentaires par le biais de l'adresse mail programmation@memorialdelashoah.org. Et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bon beaucoup. Dimanche. Merci. Dimanche.